Merci d'être encore très nombreux aujourd'hui. C'est vraiment plaisir de vous revoir. Donc, aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu plus aride, disons, comme il y a plusieurs types, il va y avoir quand même beaucoup d'informations qui vont être partagées, mais vraiment, il y a un effort qui a été fait pour que ce soit le plus, pour quand même simplifier les choses le plus possible. Le but, donc le sujet, c'est dans le fond le programme des travailleurs étrangers temporaires d'une part et le programme de mobilité internationale d'autre part, leurs conditions respectives puis le régime de conformité. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup d'informations, mais j'ai essayé de simplifier ça le plus possible parce que l'objectif, c'est pas qu'on soit toutes et tous capables de faire des demandes de IMT ou de permis de travail en terminant la séance. C'est vraiment dans un but de bien accompagner les travailleurs lorsqu'ils viennent nous consulter et qu'ils disent être victimes d'abus autres. Donc, voilà, comme je le disais il y a quelques minutes, la formation d'aujourd'hui a comme objectif de se familiariser aux conditions de conformité imposées aux employeurs des travailleurs étrangers temporaires, que ce soit dans le cadre, là, on va l'appeler dorénavant le PTET, Programme de travailleurs étrangers temporaires, ou PMI, Programme de mobilité internationale. Donc, on va essayer de se familiariser avec les conditions de conformité de chacun de ces programmes-là. Puis aussi, l'envers de la médaille, c'est dans le fond les droits et obligations des travailleurs étrangers temporaires embauchés via ces programmes-là aussi. Donc ça nous aide à mieux identifier les situations qui nous sont rapportées par les travailleurs puis qui comportent des abus ou des éléments de non-conformité au PTET ou au PMI. Alors, première distinction à faire, là, il y a de l'information que vous connaissez déjà, là, pas probablement. Donc, la première distinction à faire entre les deux programmes, c'est que le PTET rassemble les différents volets pour recruter des travailleurs étrangers temporaires avec un EIMT, donc avec une évaluation de l'impact sur le marché du travail. Ce qui vient aussi avec la nécessité de faire une demande de certificat d'acceptation du Québec, un CAQ, puisque nous, on accompagne des travailleurs qui sont dans la province de Québec. Donc ça, c'est sauf quelques exceptions. Par exemple, je veux dire, tous les travailleurs qui sont recrutés via le PTET ont besoin d'un EIMT et d'un certificat d'acceptation du Québec. Dans le cas des travailleurs du volet agricole, je ne parle pas du PTAS, mais vraiment volet agricole, de ceux qui sont originaires de certains pays, Guatemala entre autres, on n'a pas vraiment besoin de faire une demande de certificat d'acceptation du Québec. On fournit une liste des travailleurs qui viendront travailler, mais ce n'est pas un CAQ à proprement parler. Mais ça, c'est c'est un petit détail, là, ça n'a pas vraiment d'impact sur nos pratiques à nous, là, sur l'accompagnement qu'on fait auprès des travailleurs. Je dis à nous, je dis nous chez Justice Pro Bono, mais vous toutes et tous, en fait, là, dans le cadre du PSTM. Donc voilà, c'est le programme dont on entend le plus parler là, et dans le cadre du PSTM, donc le PTET. Il y a certains travailleurs, par contre, qui ont des permis de travail fermés aussi, mais qui ont été obtenus via le programme de mobilité internationale. Et j'expliquerai un peu plus loin c'est quoi le programme de mobilité internationale, mais dans ce programme-là, il n'y a pas d'évaluation de l'impact sur le marché du travail, pas de IMT. Dans le fond, parce que le programme de mobilité internationale regroupe une panoplie de dispenses, en fait, de IMT. Donc, on va commencer par le PTET, faire un peu un survol des différents volets qui existent dans le PTET. J'ai omis volontairement le volet des travailleurs, des talents mondiaux parce que c'est pas vraiment des travailleurs qui ont le profil des travailleurs qu'on accompagne dans le PSTM. En tout cas, nous, on n'en a jamais rencontré là, depuis le début non plus. Donc, j'ai vraiment pris les volets qu'on rencontre. J'ai pas non plus abordé le volet des fournisseurs de soins à domicile, parce que ça aussi, c'est assez spécifique. Puis je pense que c'est
c'est peu probable qu'on en rencontre dans le cadre de nos activités respectives. Donc, voilà, il y a grosso modo 4 volets qu'on va aborder dans le cadre du PTET. Donc, les 2 premiers volets, c'est ceux qui sont relatifs au secteur agricole primaire. Donc, avant d'aller un petit peu plus loin, là, dans le fond, quand un employeur, disons, avec son représentant, entament des démarches de recrutement et d'immigration de travailleurs étrangers temporaires, il y a beaucoup de conditions avec lesquelles il faut se familiariser. Conditions, j'entends par là, tu sais, c'est quoi les critères, dans le fond, pour pouvoir présenter une demande dans un volet ou dans un autre. Donc, pour ce qui est des volets relatifs au secteur agricole primaire, ça s'adresse seulement à des secteurs d'activité et des postes spécifiques. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le secteur agricole primaire? Comme vous voyez à droite, bien, il faut que le poste soit... comment on pourrait dire ça? Il faut que la production chez l'employeur donné, donc chez l'exploitation agricole ou quoi que ce soit, il faut que la production fasse partie de la liste nationale des secteurs agricoles. Donc là, j'ai mis quelques exemples ici. Sur le site web, il y a une liste un petit peu plus longue, mais à peine. Donc, on ne peut pas recruter un travailleur dans un de ces 2 volets là, de secteur agricole primaire si on ne se retrouve pas, si notre production là, en tant qu'employeur ne fait pas partie de cette liste-là des secteurs agricoles. Donc, par exemple, on a les produits apicoles, le sirop d'érable, par exemple, tout ce qui est bovin, volaille, produits laitiers, fruits et légumes. Donc, c'est des secteurs qu'on connaît bien, mais des secteurs un peu plus curieux, comme les champignons et les fleurs. Moi, je ne savais pas que c'était dans cette liste-là. Mais donc, voilà, il faut vraiment que ça fasse partie de cette liste. Après, il faut que le travail qui est fait aussi par le travailleur qu'on recrute répondre à certains critères. Donc, l'activité doit être liée à l'agriculture primaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle doit être accomplie dans les limites d'une ferme. Elle doit comprendre au moins une activité là, parmi celles qui sont listées, donc une activité qui implique l'utilisation de machinerie agricole ou l'hébergement, le soin, la reproduction, le nettoyage en lien avec l'entretien des animaux ou la plantation, l'entretien, la récolte ou préparation de culture. Et il faut que ça corresponde aussi à un des codes, est-ce que tu veux ajouter quelqu'un? Non, je pense. Voilà. Il faut que ça corresponde aussi à un des codes qui est mentionné là. Donc, ça ne peut pas être n'importe quel poste là, on ne peut pas recruter un travailleur dans n'importe quel poste dans le secteur agricole primaire. Bon, ces codes-là, peut-être que ça ne dit rien comme ça. Je les ai notés ici là, pour donner une idée. Dans le fond, c'est des gestionnaires en agriculture ou en horticulture, ouvriers spécialisés dans l'élevage, opérateurs de machinerie agricole. Il y a beaucoup de travailleurs aussi qu'on voit là, dans le cadre de nos activités ici, probablement dans le cadre de vos activités dans vos organismes respectifs, là, qui sont des manœuvres à la récolte, manœuvres aux soins du bétail, manœuvres dans des pépinières et des serres. Donc, c'est vraiment... comprendrez, c'est vraiment les personnes qui sont sur le terrain là, dans des exploitations agricoles. Donc, voilà. Ça, c'est les exigences communes aux 2 volets qui sont du domaine agricole. Donc, si on répond à ces exigences-là, on pourra recruter un travailleur dans un des 2 volets du secteur agricole primaire, soit le programme des travailleurs agricoles saisonniers, PTAS, dont on entend beaucoup parler depuis déjà plusieurs années. Ce programme-là s'adresse seulement aux travailleurs qui sont originaires du Mexique ou de l'un des pays des Caraïbes participants. Comme je le mentionnais tantôt, il faut toujours que la production fasse partie de la liste nationale du secteur agricole. Et ce programme-là permet l'embauche pour une période maximale de 8 mois qui s'inscrit entre le 1er janvier et le 15 décembre de chaque année.
Donc, c'est vraiment le travailleur agricole saisonnier typique là, dont on entend parler vraiment depuis longtemps, parmi les premiers là, qui sont venus travailler ici de façon temporaire au Canada. Si le travailleur n'est pas originaire du Mexique ou d'un des pays des Caraïbes participants, ou si on a une production qui fait en sorte qu'on a besoin que le travailleur soit là toute l'année, alors là, on se tourne vers le volet agricole. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un travailleur qui est originaire du Mexique qu'on va forcément avoir recours au PTAS. On peut y aller dans le volet agricole. Ça s'adresse aux travailleurs qui sont originaires de n'importe quel pays. Encore une fois, là, quand même, la production doit faire partie de la liste nationale des secteurs agricoles. Et dans ce cas-ci, donc, l'embauche ne va pas se faire pour une période maximale de 8 mois, mais ça va être de 24 mois la période. Et il y a une prorogation qui est possible. Donc, on peut aussi renouveler les autorisations, le contrat de travail d'abord et avant tout, puis aussi les autorisations pour que le travailleur puisse continuer à travailler ici au Canada. Ensuite, quand la production ne fait pas partie de la liste nationale des secteurs agricoles, alors on se tourne vers d'autres volets. Les deux autres volets, en fait, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, c'est ça, ça peut être quand même un travail qu'on fait le travailleur peut avoir un travail qui est fait dans un cadre agricole, mais qui ne répond pas aux critères là, que je viens de mentionner. Donc, à ce moment-là, il faudra aller vers les autres volets. Ou encore, que je vais vous présenter à l'instant. Ou encore un travailleur qui ne s'inscrit pas du tout dans le cadre agricole, là, par exemple un mécanicien, un soudeur. Bien, encore une fois, là, on se retourne vers les deux volets qui seront ici présentés. Donc, dans le cas de ces volets-là, comment est-ce qu'on ne choisit pas vraiment dans quel volet on va embaucher le travailleur? Parce que, en fait, on va présenter la demande de l'IMT dans le volet des postes à bas salaire ou à haut salaire, dépendamment du salaire offert pour le poste en question, en comparaison avec le salaire horaire médian. Donc, jusqu'à tout récemment, en fait, avant le 2 avril 2024, le salaire médian pour la province du Québec était de 26 de l'heure. Depuis le 2 avril, ça a monté à 27,47 de l'heure. Donc, si aujourd'hui, un employeur entame une démarche de l'IMT pour recruter un travailleur étranger temporaire, il devra se référer à ce salaire médian de 27,47 de l'heure pour déterminer est-ce qu'il doit présenter sa demande de l'IMT dans le volet des postes à bas salaire ou à haut salaire. Donc, vous aurez compris que on va aller dans le volet des postes à bas salaire si le salaire horaire offert est inférieur au salaire médian. Et dans le volet des postes à bas salaire, l'embauche initiale là, est pour une période maximale de 24 mois. Dans le volet des postes à haut salaire, ce sera dans les cas où le salaire qui est offert est égal ou supérieur au salaire médian. Et dans ce cas-ci, l'embauche sera pour une période maximale de 36 mois. Dans les deux cas, il est possible, évidemment, à condition de respecter certaines conditions dans lesquelles je ne m'aventurerai pas aujourd'hui, ça sort vraiment du cadre de la formation, mais a priori, il est possible de faire une demande de prorogation de cette première période d'embauche. Évidemment, par contre, une prorogation, ce n'est pas énormément moins compliqué qu'une première demande, dans le sens où il faut quand même faire une nouvelle demande de l'IMT, CAQ, permis de travail fermé. Donc, voilà, c'est les distinctions par rapport à tous ces programmes-là. Donc, comment... Voilà, là, ceci étant dit, là, on a fait un bref survol des 4 volets. Vous pourrez poser des questions là, à la fin de la présentation s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Mais donc, à quoi sert ce survol-là? C'est que quand un travailleur vient nous consulter quant à sa situation, je dis nous consulter, c'est toujours nous chez CIS Pro Bono, mais ça s'adresse à vous aussi, bien évidemment, dans le cadre de vos activités respectives. Donc, quand le travailleur vient nous parler d'une situation, comme une supposée non-conformité avec
le PTET ou le PMI, un abus, tout ça, ben, c'est vraiment pertinent d'identifier le volet dans lequel le travailleur a été embauché parce qu'il y a des exigences qui sont communes aux différents programmes et volets, mais il y a aussi des exigences qui sont spécifiques à chacun des volets et chacun des programmes aussi. Donc, pour identifier le volet, là, on a besoin, bon, le permis de travail est d'une grande aide. Dans le PTET, en comparaison avec le PMI qu'on verra tantôt, dans le PTET, sur le permis de travail du travailleur, il y a une ligne qui va être indiquée genre de cas, ça va être 53, et au numéro de l'EIMT ou dispense, ça va être un numéro, vraiment numérique entièrement. Alors que si vous voyez que le numéro de l'EIMT ou dispense commence en fait par une lettre, le A, bien à ce moment-là, ce ne sera pas un travailleur qui est dans le PTET. Donc déjà, on sait qu'il n'est pas dans le PTET, qu'il est dans le PMI. Et donc, les exigences, les conditions respectées de la part de l'employeur seront différentes quand même, considérablement différentes. Okay? Donc, ça, c'est la première piste qu'on peut avoir. Là, déjà, si on a seulement un numéro à cette ligne-là, c'est que c'est dans le PTET. Après, le IMT, si on réussit à l'avoir, si le travailleur l'a entre les mains et le contrat de travail type pourront nous indiquer le volet plus spécifiquement dans lequel le travailleur a été embauché. Dans le PTAS, ben en fait, dans le PTAS, c'est vraiment plus simple parce que sur le permis de travail, il y a la mention que vous voyez à l'écran, là, employeur mais c'est stop, approuvé uniquement. Donc, ça veut dire que le travailleur, il a vraiment été embauché dans le cadre du PTAS. Mais pour les autres volets, c'est plus avec le IMT et le contrat de travail qu'on pourra voir dans quel volet il a été embauché. À titre d'exemple, pour le volet agricole, en fait, ben, sur le IMT, il y aura le volet sera indiqué, mais aussi le contrat de travail type est spécifique pour les travailleurs agricoles. Donc, il y a deux sortes de contrats de travail type là, du MIFI. Il y en a un pour les travailleurs agricoles et c'est celui-là qui va être rempli et signé pour ceux du volet agricole. Alors que pour le volet des postes à bas salaire, haut salaire, ce sera effectivement aussi mentionné sur le IMT. En haut, ce sera volet bas haut salaire. Puis selon le salaire qui est indiqué sur le IMT, on pourra savoir s'il était dans le haut ou bas salaire. Donc, en gros, c'est un peu comme ça qu'on peut faire la distinction. Une chose que je pense que j'ai oublié de mentionner tantôt et qui est quand même assez importante, c'est que le volet dans lequel a été embauché le travailleur ne va pas changer en cours d'emploi, sauf évidemment s'il y a d'autres démarches qui sont entreprises, là, puis qu'on obtient un nouvel EIMT, CAQ, permis de travail. Mais par exemple, surtout là, quand on est au niveau des postes à bas salaire versus haut salaire, le fait pour un travailleur qui était à haut salaire, mais qui, suite justement à la révision du salaire médian, se retrouve dans le bas salaire, il ne va pas tomber dans le bas salaire pour autant. Et vice-versa, si un travailleur a des augmentations de salaire à chaque année, puis qu'à un moment donné, ça dépasse le salaire médian, comme ce qui était valide à ce moment-là, il ne va pas se retrouver dans le haut salaire pour autant. C'est vraiment le volet dans lequel le travailleur était au moment qu'il a eu son EIMT, son permis de travail, il va rester dans ce volet-là pendant toute la période de validité de l'EIMT et du permis de travail. Sauf, comme je vous disais, s'il y a des nouvelles démarches qui sont faites et que le travailleur obtient des nouvelles autorisations. Donc, nouvelles EIMT et permis de travail. Maintenant, allons dans le programme de mobilité internationale, le PMI. Donc, qu'est-ce que le PMI? En fait, c'est un programme comme mammouth là, qui englobe l'ensemble des dispenses d'évaluation de l'impact sur le marché du travail, des EIMT. Donc, il y a actuellement une centaine de codes de dispense différents. N'ayez crainte, on ne va pas passer chacun des codes de dispense un par un aujourd'hui. On va vraiment se concentrer en fait sur ceux qui mènent à un permis de travail fermé, plus que dans le cadre de nos activités, dans le cadre du PSTM,
voilà, ça s'adresse aux travailleurs qui ont des permis de travail fermés, le valides ici au Québec. Parce que, par exemple, dans le PMI, on retrouve le code de dispense, par exemple, pour un permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables. Donc, c'est vraiment avec ses propres conditions. Chaque code de dispense permet d'avoir un permis, disons, différent. Puis c'est pas des programmes, disons là des sous-programmes. Chaque sous-programme a ses critères d'admissibilité, ses exigences. Les permis ont des périodes de validité distinctes selon le sous-programme utilisé, tout ça. Puis parmi ces codes de dispense-là, il y en a qui mènent à des permis de travail ouverts. Donc, justement, le permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables, par exemple, le permis de travail post-diplôme, le permis de travail ouvert aussi pour les membres de la famille de travailleurs étrangers temporaires. Donc, quand le conjoint, la conjointe veut accompagner un TET, il y a un code de dispense aussi pour ce type de permis de travail ouvert aussi. Donc là, ce ne sera vraiment pas ça. On n'entrera pas dans cette matière-là aujourd'hui. Là, on se concentre vraiment sur le PMI, mais qui mène vers un permis de travail fermé. Grosso modo, tantôt, dans le PTET, les étapes, c'est on fait une demande de IMT, CAQ, après on obtient un permis de travail fermé. Dans le PMI, le processus, c'est quelque peu, quand même pas mal différent en fait. C'est dans le fond l'employeur qui va présenter une offre d'emploi sur le portail des employeurs, va obtenir un numéro d'offre d'emploi et va donner ce numéro d'offre d'emploi-là au travailleur pour que le travailleur fasse sa demande de permis de travail fermé. Et c'est ce numéro-là qui commence par un A, par exemple, qui va se retrouver sur le permis de travail fermé. Donc, quand vous voyez un permis qui a, à côté du numéro de dispense, qui a une lettre, alors là, on est dans le PMI. Donc, oui, comme vous le voyez, puis le genre de cas, ça va être 52. Dans ce cas-là. Donc, c'est comme ça qu'on peut reconnaître que le travailleur est dans ce programme-là spécifiquement. Des exemples de travailleurs qui pourraient être embauchés dans le cadre de ce programme, c'est, par exemple, les travailleurs qui sont déjà ici depuis un bout de temps et qui ont déjà un certificat de sélection du Québec, par exemple, un CSQ. Donc, ils pourraient demander un permis de travail fermé là, après que l'employeur ait fait l'offre d'emploi sur le portail des employeurs. Ou encore, ce qu'on voit quand même plus fréquemment, c'est des travailleurs qui s'inséraient dans les conditions d'admissibilité des accords ou ententes internationales ou bilatérales. Donc, par exemple, des travailleurs, beaucoup de travailleurs du Chili, par exemple, du Mexique aussi. Dans chaque accord de libre-échange, il y a des clauses qui font référence à la mobilité des travailleurs. Et donc, des travailleurs pourraient passer aussi par ce chemin-là pour avoir un permis de travail fermé. Donc, entrons plutôt dans le vif du sujet maintenant, c'est les obligations et les responsabilités de l'employeur dans le cadre de ces deux programmes-là. Donc, on a vraiment le PTET d'un côté, PMI de l'autre. Il y a des exigences communes aux deux programmes et aux différents volets aussi du PTET. Donc, la première exigence commune que vous connaissez probablement déjà, c'est celle de s'abstenir de charger des frais de recrutement aux travailleurs. Donc, cette exigence-là de la part de l'employeur ne se limite pas au fait que l'employeur ne doit pas charger des frais de recrutement aux travailleurs, mais il doit aussi veiller à ce que d'aucune façon le travailleur se voit réclamer ces frais de recrutement-là. Donc, par exemple, si l'employeur engage un représentant pour faire les procédures avec lui, parce que ce sont des procédures quand même assez complexes. Donc, il doit veiller, s'assurer que l'agence ou le représentant, le consultant de migration, l'avocat de migration, qu'aucune de ces personnes ne lui charge des frais de recrutement. Une autre exigence commune, en fait, c'est d'utiliser un contrat de travail
Habituellement, dans le cadre autant du PTET que du PMI, il y a la signature à un moment ou un autre d'un contrat de travail, mais l'employeur doit remettre au travailleur une copie signée de son contrat de travail. Dans le cas du PTET, il doit être remis ce contrat-là au plus tard le premier jour de travail. Et dans le cadre du PMI, le contrat de travail doit être remis au travailleur avant qu'il présente sa demande de permis de travail. Donc, vous vous rappellerez que dans le cas du PMI, l'employeur obtient un numéro d'offre d'emploi, puis transmet ce numéro-là au travailleur pour qu'il fasse ses démarches, mais c'est à ce moment-là aussi qu'il devra envoyer une copie du contrat de travail signé au travailleur. Le contrat de travail en question doit reprendre les mêmes conditions que le contrat qui a été signé dans le cadre des démarches d'immigration, dans le cas du PTET, ou les conditions qui étaient prévues à l'offre d'emploi dans le cas du PMI. Donc, quand on parle des mêmes conditions, bien évidemment, c'est le même poste, le même salaire, les mêmes conditions de travail. Elles peuvent diverger légèrement, par exemple, en matière de salaire ou de conditions de travail, mais elles doivent toujours être, je dis légèrement parce que dans le cas du PTET, il y a quand même des limites à respecter, mais elles ne doivent jamais être moins favorables que celles qui étaient prévues initialement là, au moment de faire les démarches de migration dans le PTET ou au moment de l'offre d'emploi dans le PMI. Évidemment, l'employeur a une part de responsabilité dans ce qui est de respecter le permis de travail, en ce sens que lui, de son côté, l'employeur doit respecter les conditions qui sont énoncées dans le IMT, dans le cas du PTET, ou dans l'offre d'emploi, dans le cas du PMI. Donc, il faut qu'il respecte d'abord le lieu du travail, l'emplacement de travail, la durée de travail qui est autorisé au Canada et aussi, comme je disais tantôt, le poste qui est indiqué dans le IMT et conséquemment aussi dans le permis de travail, là, parce que le permis de travail reprend là, une partie des conditions de l'IMT ou de l'offre d'emploi. Donc, voilà, en gros, c'est ça les obligations. Le poste, je vais le retenir. Oui. Donc, dans le cadre du PTET, il faut vraiment que l'employeur s'assure de respecter effectivement le poste qui est indiqué sur le IMT et de faire des tâches qui correspondent à ce poste-là et au code CNP qui est rattaché. Puis dans le permis, il y a cette même exigence-là, mais à quelques différences près, dans le sens où l'employeur doit respecter tous les détails qu'il y a dans l'offre d'emploi. L'offre d'emploi, habituellement, est assez détaillée. Il y a le poste, puis il y a aussi toutes les tâches qu'on s'attend que le travailleur exécute à son arrivée. Et aussi, il doit toujours veiller à ce que ces tâches-là correspondent au code CNP du poste qu'il avait identifié. Donc, c'est quoi le code CNP? En fait, ça fait référence à la classification nationale des professions. Donc, qu'on soit dans le cadre du PTET ou dans le cadre du PMI, on doit toujours s'assurer qu'on reste dans le cadre du code PNP qu'on a identifié. Donc, par exemple, si dans mon entreprise, je ne vais pas donner mon exemple, mais si un employeur, en fait, dans son entreprise a besoin d'un mécanicien, alors ça, le mécanicien ou électromécanicien, disons, donc électromécanicien, ça vient avec un code, c'est lié à un code CNP spécifique, et ce code-là, j'avais un peu abordé la question la semaine passée, mais pour ceux qui n'étaient pas là, peut-être, il y a 2 semaines, je veux dire, pour la dernière formation. Donc, dans le code CNP, disons 80516, ça me donne le nom du poste, les différentes façons, les différentes appellations de ce poste-là aussi, parce qu'on pourrait appeler le poste de différentes façons, et aussi les différentes tâches qui sont incluses dans ce code CNP-là. Donc, évidemment, l'employeur, il doit respecter le poste qui est indiqué puis faire les tâches qui sont relatives à ce poste-là. Il peut y avoir des différences entre ce qui était écrit dans le contrat de travail et ce que finalement le travailleur fait sur le terrain. Par exemple, on avait eu la question il y a 2 semaines par rapport à la mention dans le contrat de travail de tâches connexes. Est-ce que tâches connexes
ouvre la porte à l'employeur pour faire n'importe quelle tâche au travailleur? Eh bien, non. Il faut toujours que les tâches, même s'il y a des petites modifications, il faut toujours que les tâches s'inscrivent dans un code CNP spécifique. Donc, notre électromécanicien ne pourra pas être appelé dans le cadre des tâches connexes à faire le ménage de la cuisine des employés, par exemple. Du moins, il pourrait le faire là, de façon conviviale là, pour rendre service. C'est le cas des autres collègues aussi, mais dans le sens où ça ne peut pas être fait là, de façon comme obligatoire dans le cadre de l'emploi. Évidemment, les employeurs doivent, que ce soit dans le PTET ou le PMI, doivent respecter les normes en matière d'emploi qui sont en vigueur au Québec et aussi les conditions prévues au contrat de travail. Donc, l'employeur doit s'assurer de respecter les normes du travail. Comme vous savez, ici au Québec, bon, je vais dire la plupart des travailleurs tombent sous l'application de la loi sur les normes du travail, mais il doit aussi respecter le contrat de travail qui pourrait prévoir des conditions plus favorables que le minimum exigé par les normes du travail. Ou aussi, il peut y avoir une convention collective aussi dans le milieu de travail en question. Donc, évidemment, l'employeur doit s'assurer de respecter le contrat de travail ou la convention collective et au minimum les normes de travail. Comme pour tout travailleur, indépendamment qu'il soit travailleur temporaire ou résident permanent ici, citoyen canadien, l'employeur doit s'assurer d'offrir un lieu de travail qui est exempt de mauvais traitements et de représailles. Et il ne peut pas, par exemple, forcer un travailleur à faire un travail qui est dangereux ou qui n'est pas prévu dans le contrat d'emploi, ou encore forcer le travailleur à travailler s'il est malade ou blessé. Maintenant, si on entre dans les exigences qui sont spécifiques à chacun des deux programmes et aux différents volets de ces programmes-là, vous voyez ici, pour les 3 prochaines diapositives, là, il y aura des tableaux un peu récapitulatifs sur qu'est-ce que prévoit chacun des volets. Donc, les 4 premières colonnes, c'est les 4 volets qu'on a vus tantôt dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET. Et puis, la dernière colonne à la droite, c'est le programme de mobilité internationale, PMI. Donc, d'abord, pour ce qui est des frais de transport, on a beaucoup, ici, entre chez Chypre, on a quand même beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport aux frais de transport, à savoir qu'est-ce que l'employeur est tenu de fournir aux travailleurs. Puis, les travailleurs sont appelés à, bien, pas sont appelés, mais en fait, certains travailleurs pourraient avoir une tendance à se comparer, en fait. Parfois, sur un même lieu de travail, si je pense à une grande entreprise agricole, par exemple, bien, je pourrais avoir des travailleurs qui sont sous le PTAS, je pourrais avoir des travailleurs qui sont sous le volet agricole, puis je pourrais aussi avoir des mécaniciens ou autres qui sont dans le volet bas salaire ou haut salaire. Donc là, je vais avoir plein de personnes de travailleurs temporaires qui cohabitent et qui comparent leurs conditions et qui se rendent compte qu'il semble y avoir une équité. Là, ils n'ont pas tous les mêmes conditions. Mais donc, ça peut, bon, je ne dis pas qu'il n'y a jamais d'inéquité, mais ça peut découler, en fait, des exigences spécifiques à chacun des volets. Donc, si on voit, par exemple, au niveau des frais de transport, au niveau du PTAS, c'est assez, disons, particulier parce que ils peuvent être, ben, on peut leur déduire jusqu'à 50% du coût du transport aérien, donc le transport international, entre leur pays d'origine et le Canada et vice-versa à la fin du séjour, jusqu'à un maximum qui varie selon si le. Puis en fait, les maximums varient aussi selon l'aéroport à laquelle ils arrivent. Donc là, j'ai mis les montants pour l'aéroport de Montréal. Mais donc, il faudrait prendre ça avec un grain de sel dans le sens où si vous avez un travailleur qui est arrivé à Toronto, ce qui n'est pas impossible, donc il faudra voir c'est quoi là,
le montant qui est permis dans ce cas-là. Mais donc, pour un travailleur, par exemple, originaire du Mexique qui arrive à Montréal, le maximum qu'on peut lui déduire de sa paie, c'est 655 $. Puis pour le cas des Caraïbes, c'est 575. Donc, par contre, si on regarde déjà au niveau du volet agricole juste à côté, ben, dans le volet agricole, l'employeur, il a l'obligation de payer le déplacement international, aller-retour, pour évidemment le début et la fin du contrat ou du permis. Et dans les deux cas, autant PTAS que volet agricole, l'employeur a aussi l'obligation de fournir le transport local. Donc, voilà, pour se rendre au travail. C'est sûr qu'il y a plusieurs travailleurs agricoles qui demeurent à proximité ou même sur les lieux du travail, mais sur les lieux, c'est-à-dire sur le territoire de l'exploitation agricole. Mais s'ils habitent un peu plus loin, ben, l'employeur a la responsabilité, l'obligation d'assurer le transport quotidien aller-retour. Dans le volet à bas salaire, donc pour les autres travailleurs qui ne sont pas du tout dans le domaine agricole, l'employeur a l'obligation de fournir, de payer le déplacement international, mais pas le déplacement local. Donc ça porte souvent à confusion. Puis les travailleurs sont, évidemment, ça c'est vraiment les obligations, hein, les exigences de conformité de l'employeur. C'est sûr qu'il y a des employeurs qui peuvent, pour faciliter la vie de leurs travailleurs, offrir des navettes et tout ça, mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire dans le cadre du PTEP. Et puis, dans le volet au salaire et programme de mobilité internationale, bien, il n'y a aucune exigence au niveau du transport, que ce soit international ou national. Dans le PMI, il y a des choses, évidemment, qui peuvent être, même dans le volet au salaire, il y a des choses qui peuvent être prévues de façon contractuelle. Dans le contrat de travail, on peut prévoir des conditions un peu plus favorables, puis venir dire que oui, on prévoira un transport international, on défraiera les coûts et tout comme employeur, mais ce n'est pas une obligation de l'employeur. Au niveau du logement, dans le cas du PTAS, bien, le logement est fourni de façon gratuite. Au niveau du volet agricole, il y a une obligation de fournir un hébergement, mais il y a un coût qui est en général, c'est 30 $ par semaine ou 30 % du revenu brut dans quelques exceptions. Donc, je n'entrerai pas là-dedans. Postérieurement, je pourrais envoyer des liens qui permettraient de voir c'est quoi les exceptions, mais c'est vraiment dépendamment si le travailleur est hébergé sur le site, hors site, dépendamment du code CNP. Donc, il y a différentes choses à regarder. Mais grosso modo, oui, dans le volet agricole, l'employeur doit fournir un logement, mais moyennant un certain montant qui est en général 30 $ par semaine ou 30 % du revenu brut. Donc, il y a quand même des balises à respecter. Dans le cas du volet à bas salaire, c'est un peu plus, je dirais, complexe parce qu'il y a deux options, en fait. L'employeur, quand il recrute un travailleur, dans le contrat de travail type que les deux parties signent, il peut choisir entre deux options. Donc, soit d'aider le travailleur à trouver un logement abordable et convenable ou de fournir l'hébergement au travailleur. Et dépendamment de l'option qui est retenue par l'employeur, ben, il y aura des obligations différentes au niveau de l'absorption du coût de cet hébergement-là. Donc, si on regarde la première option dans laquelle l'employeur s'engage à aider le travailleur à se trouver un logement, bien, ultimement, quand le travailleur aura effectivement trouvé un logement, bien, il devra assumer le loyer qui en découle. En revanche, si l'employeur fournit un hébergement au travailleur, là, il pourra déduire des montants sur la paie du travailleur, mais dans certaines limites. Donc, ce que prévoit le contrat de travail type, le contrat de travail type nous renvoie au règlement sur les normes du travail.
En tout cas, on peut voir dans le contrat de travail type qu'il y a qu'on nous renvoie vers une disposition qui dit que le travailleur doit payer entre 31 et 74 $ par semaine. Donc, c'est l'article 6 du règlement, c'est ça. Donc, ça nous renvoie par l'article 6 du règlement sur les normes du travail qui dit que, dépendamment du type d'hébergement dans lequel le travailleur est, il peut devoir payer entre 31 et 74 et 57 et 11 par semaine. Ça, c'est ce qui est au provincial, mais au fédéral, ce que le programme prévoit, c'est que l'employeur pourrait déduire au travailleur jusqu'à 30 % du revenu brut. Donc, il n'y a pas vraiment, c'est-à-dire, on n'a pas vraiment une réponse claire et certaine à cet effet-là parce que, je ne sais pas si vous avez assisté à certaines présentations de la CNSST là, dans le cadre du PSTM, mais il nous mentionnait à un moment qu'il allait y avoir un dossier devant le tribunal administratif du travail justement sur cette question-là, à savoir si cet article du règlement s'applique dans le cas des travailleurs étrangers temporaires, parce que c'est une disposition qui s'appliquait traditionnellement parlant aux personnes qui allaient travailler sur des camps forestiers, dans des régions éloignées et tout. Mais là, est-ce qu'on peut supposer que ça s'applique aussi aux travailleurs étrangers temporaires? En tout cas, le contrat de travail type qui est utilisé qui est publié par le MIFI puis qui est utilisé dans la grande majorité des cas, nous réfère à cet article-là, mais il y a quand même un petit flou à savoir est-ce que c'est vraiment ça qui s'applique ou c'est le 30 % qui est prévu dans le cas du PTET là, au fédéral. L'avenir nous le dira quand le tribunal prendra la décision. Du côté du volet au salaire, par contre, puis du PMI, comme vous verrez, il n'y a pas d'exigence de la part de l'employeur pour fournir un logement. Maintenant, pour l'accès aux soins de santé, en fait, ça aussi, des fois, ça cause un peu de confusion là, auprès de certains travailleurs là, qui ne sont pas certains jusqu'où vont les obligations, disons, de l'employeur dans le cas pour l'accès aux soins de santé. Donc, quand on parle d'accès aux soins de santé, on parle d'abord et avant tout de l'assurance maladie qui doit être ou non assumée par l'employeur. Donc, dans le cas du PTAS, il y a effectivement une assurance maladie qui est assumée par l'employeur. Je pense que dans plusieurs cas, c'est l'assurance Cohen. Mais l'employeur peut déduire le coût de l'assurance sur la paie du travailleur. Et dans le cas du PTAS aussi, l'employeur a vraiment un rôle assez important et assez proactif là, pour aider le travailleur à accéder aux soins de santé. Donc, ça inclut notamment l'obligation de transporter de façon gratuite le travailleur vers les installations de santé, donc soit une clinique ou un hôpital, qui n'est pas nécessairement... Puis, il n'est pas mentionné, il n'y a pas de mention claire à savoir est-ce que ça s'applique seulement quand c'est dans le cadre du travail ou si ça peut être aussi quand ça arrive dans l'hébergement qui est sur le site bien souvent. Donc, on peut en comprendre que vraiment l'obligation de l'employeur est assez large dans le cas du PTAS que si le travailleur a un accident sur le site de l'exploitation agricole, l'employeur devrait faciliter grandement l'accès à des soins de santé en payant, en s'assurant en fait que le transport, que le travailleur sera transporté vers la clinique ou l'hôpital et de façon gratuite. Dans le volet, dans les trois autres volets, en fait, volet agricole, volet à bas salaire, volet à haut salaire, les obligations sont les mêmes. Donc, dans ces trois cas-là, l'employeur a l'obligation de fournir gratuitement une couverture d'assurance maladie au travailleur dès qu'il arrive, et ça jusqu'à ce qu'il puisse bénéficier de la RAMQ. Puis, il doit aussi s'assurer que le travailleur fasse les démarches là, pour obtenir la couverture de la RAMQ. Donc, par rapport à l'aide pour accéder aux soins de santé, dans ce cas-ci, c'est spécifié que, oui, l'employeur a
la responsabilité, l'obligation d'aider le travailleur à accéder aux soins de santé, mais seulement lorsque le travailleur se blesse ou tombe malade sur le milieu de travail. Pour ce qui est du programme de mobilité internationale, il y a aussi cette obligation-là de la part de l'employeur de porter assistance, mais d'aider le travailleur à accéder à des soins de santé s'il se blesse ou s'il tombe malade en milieu de travail. Mais il n'a pas à prendre des dispositions de façon aussi proactive que dans les autres volets pour que le travailleur ait une assurance maladie. Donc, il doit effectivement s'assurer que le travailleur fait ses démarches pour obtenir une assurance maladie, mais il n'y a pas une obligation de payer une assurance maladie au travailleur pour couvrir la période de carence avant d'avoir accès à la RAMQ. Donc, l'envers bon, on a vu toute la portion de c'est quoi les obligations de l'employeur. On n'a pas passé à travers vraiment, je n'ai pas décortiqué chacune des obligations de l'employeur, mais grosso modo, c'est un résumé quand même des exigences auxquelles les employeurs doivent se conformer dans le PTT et le PMI. L'envers de la médaille, c'est en fait les obligations et les responsabilités du travailleur dans le cadre de ces programmes-là. Donc, ce n'est pas directement l'objet de la formation aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même pertinent dans le cadre d'un accompagnement à un travail transtemporaire de lui rappeler qu'il a de son côté aussi des obligations et des responsabilités. Donc, évidemment, la première obligation, c'est de respecter toutes les conditions de son permis de travail. Donc, on a vu tantôt que l'employeur avait l'obligation de respecter ce qui était prévu à l'EIMT ou à l'offre d'emploi, dépendamment du programme. Mais la responsabilité de respecter le permis de travail en tant que tel, le fameux papier rouge-brun, c'est le travailleur qui l'a. Donc, c'est vraiment le travailleur qui doit s'assurer que toutes les conditions qui y sont inscrites sont respectées. Donc, évidemment, le genre de travail, donc le poste qui est occupé, l'employeur pour lequel il travaille, le lieu aussi du travail, parce que il y a clairement une ville qui est indiquée et il faut s'assurer que cette ville-là, que ce soit respecté, en fait, que ce soit vraiment là que le travailleur travaille. Donc, si c'est écrit Montréal, on ne peut pas travailler pour l'entreprise à Chibougamau. Donc, ce n'est pas la même chose. À moins que le IMT prévoit différents lieux de travail, ce qui ne se reflète pas tout le temps, ce qui devrait se refléter dans la plupart des cas dans le permis de travail, mais qui ne s'y reflète pas tout le temps. Donc, on peut aller vérifier s'il y a différents lieux de travail qui sont prévus, mais sinon, il faut vraiment se limiter au lieu qui est prévu par le permis de travail. Et évidemment, il doit respecter la période de validité du permis. Sinon, comme tout travailleur ou travailleuse au Québec et au Canada, il faut respecter le contrat de travail aussi. Donc, travailler pendant la période qui est prévue au contrat, accomplir de façon efficiente les tâches qui sont assignées sous la supervision et l'autorité de l'employeur, puis respecter aussi les règles établies par l'employeur concernant la sécurité, la discipline et l'entretien de la propriété. Donc, voilà, c'est en gros les responsabilités que l'employeur a. Et je mentionne à la toute fin, juste pour donner une information qui peut être assez pertinente pour certains travailleurs qui pourraient vous consulter, le travailleur doit aussi, bien évidemment, respecter la loi qui est en vigueur au Québec et au Canada. Donc, comme vous le savez bien, nul n'est censé ignorer la loi, donc personne ne pourrait, ni même un travailleur temporaire ne pourrait argumenter qu'il ne connaissait pas la loi en vigueur pour se sortir d'un pétrin quelconque. Et c'est surtout important, pas surtout important, ça peut être important dans différents domaines, mais les situations les plus délicates, je trouve, sont en matière de droit criminel, par exemple. Donc, c'est pour ça que je voulais le mentionner aujourd'hui. C'est un petit peu en marge de la formation d'aujourd'hui, mais le travailleur doit être sensibilisé au fait que, bien que le système de justice
s'applique en théorie de la même façon pour un travailleur temporaire que pour un résident permanent ou un citoyen canadien. N'empêche que les conséquences, par exemple, d'une infraction criminelle pour une personne qui a un statut d'immigration temporaire, les conséquences vont être vraiment plus importantes, disons. C'est-à-dire parce qu'au-delà de la peine qui pourrait être prononcée, au-delà de la condamnation qui pourrait être prononcée, il y aura des conséquences au niveau migratoire aussi. Donc, on pense, par exemple, l'exemple qui est le plus fréquent, qu'on pense à la conduite avec les facultés affaiblies, causant lésion ou pas, ou causant la mort. Bon, c'est sûr que ça, c'est des niveaux de gravité encore plus élevés, mais le seul fait d'être condamné fait en sorte que, en fait, c'est considéré dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés comme de la grande criminalité. Puis ça emmène des interdictions de territoire. Donc, même si le travailleur va suivre grosso modo le même processus qu'un autre travailleur, une autre personne au Canada, l'impact va être différent. Là. Il y aura une conséquence additionnelle. Puis l'interdiction de territoire, c'est évidemment devoir quitter le territoire, puis c'est pour une longue période. On parle de 5 ans. Et après, pour revenir, il y a une démarche additionnelle à faire de réhabilitation, etc. Donc, c'est vraiment des situations très, très qui peuvent vraiment anéantir là, tous les espoirs de gagner de l'expérience de travail au Canada, puis avoir la résidence permanente et tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est important à mentionner. Donc, si jamais vous devez, puis j'en profite pour mentionner, si vous accompagnez un travailleur dans ce type de situation-là, évidemment, le travailleur devrait consulter un avocat criminaliste vraiment immédiatement, mais aussi que cet avocat criminaliste s'assure de comprendre la portée des accusations au niveau de l'immigration. Donc, c'est pas nécessaire, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Donc, il faudra qu'il s'assure d'évaluer quel sera l'impact pour le travailleur sur le plan de l'immigration afin de dans le cadre de négociations, justement, sur l'infraction, on pourrait négocier comme une réduction, en fait, pour s'assurer de ne pas tomber dans les articles de grande criminalité. Donc, ça, c'est la recommandation à avoir quand on accompagne un travailleur. Donc, s'assurer qu'il contacte un avocat tout de suite, mais que cet avocat aussi s'informe par rapport aux impacts spécifiques pour les résidents temporaires au Québec, au Canada, en fait. Finalement, les régimes de conformité. Donc, il y a les processus d'inspection, en fait, est sensiblement... régime de conformité, c'est que les employeurs qui, disons, ne respectent pas les exigences du PTET ou du PMI peuvent faire l'objet d'une inspection. Le processus d'inspection est sensiblement le même pour le PTET et pour le PMI, mais il y a quelques différences parce qu'en fait, le PTET, c'est quelque chose qui est, disons-le comme ça, administré par EDSC et le PMI n'a comme pas grand-chose à voir avec EDSC, ça se fait au niveau de IRCC, de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, dans le cas du PTET, l'inspection va être menée par Service Canada, puis dans le cas du PMI, l'inspection va être faite par IRCC et ou Service Canada. Et Service Canada pourrait être impliqué aussi dans le processus d'inspection. Et aussi, au niveau de la difficulté, il y a certains cas, en fait, si un employeur constate qu'il n'est pas en mesure de se conformer aux exigences du PTET ou PMI, par exemple, si pour des raisons économiques, il n'est plus en mesure de donner autant d'heures que ce qui était prévu dans le cadre de, par exemple, dans le PTET, il faut que ce soit au moins 30 heures par semaine en moyenne. Donc, pour des raisons économiques, n'est plus en mesure de respecter cette exigence, par exemple, ou toute autre exigence, s'il doit remanier des tâches peut-être au sein de ses équipes, dû à ses mêmes difficultés économiques, quoi que ce soit, il peut faire une divulgation volontaire. Donc, et cette divulgation-là ne se fera pas auprès des mêmes instances. Donc, ce sera auprès de Service Canada pour le PTET, puis auprès de IRCC pour le PMI. Mais dans tous les cas, comme travailleurs ou comme organismes qui accompagnons des travailleurs,
on peut signaler une non-conformité à Service Canada via la ligne téléphonique là, que vous connaissez probablement déjà ou via le formulaire en ligne aussi. Donc, il y a deux façons de signaler, c'est soit par téléphone ou par formulaire. C'est un processus qui est confidentiel puis qui est disponible dans plusieurs langues. Donc, si le travailleur ne maîtrise pas bien le français ou l'anglais, il n'y a pas de souci parce qu'il y a dans plus de 200 langues, il y a des bonnes chances qu'on puisse trouver une façon de pouvoir communiquer. Puis si ce n'est pas le cas, bien évidemment, on peut se servir d'intermédiaire en tant qu'intervenant dans différents organismes. On peut aussi appeler avec le travailleur. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, disons, du processus d'inspection, mais en gros, il se peut qu'il n'y ait pas nécessairement d'inconformité au sein de l'employeur, mais qu'il y ait quand même une inspection qui soit enclenchée. Dans le fond, il y a 2 semaines, là, il y a un organisme qui avait exprimé là, la préoccupation de certains employeurs dont les travailleurs avaient fait une demande de permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables, puis s'inquiétaient de la conséquence que ça pourrait avoir, en fait, sur justement leur conformité au PTET. Donc, effectivement, si les autorités, donc par exemple Service Canada, a des raisons de croire qu'il pourrait y avoir une non-conformité au sein d'un employeur, il pourrait enclencher une inspection. Aussi, bon, chez des employeurs un peu qui ont des non-conformités récurrentes, là, il peut y avoir des inspections de fait de façon un peu plus assidue. Donc, il y a plusieurs motifs là, qui peuvent donner lieu à des inspections. Mais ce qui est important de retenir, en fait, c'est que le processus d'inspection donne l'opportunité à l'employeur de fournir des justifications quant aux problèmes de conformité qui sont soulevés. Donc, c'est pas, il n'y aura pas tout de suite une conséquence là, suite à une allégation de non-conformité au PTET ou au PMI. Il y a différentes étapes pour en arriver jusqu'aux conséquences ultimes là, si réellement Service Canada vient à la conclusion qu'il y avait une non-conformité. Donc, voilà. Donc, il y aura un premier avis qui détaillera les non-conformités soupçonnées. L'employeur pourra soumettre ses justifications, des documents justificatifs. Et donc, voilà, il y aura un échange de communication comme ça. Mais donc, dans le cas qui inquiétait l'organisme il y a 2 semaines, bien, en fait, si la demande de permis de travail ouvert pour travailleurs vulnérables n'était pas fondée, disons-le comme ça, si au sein de leur entreprise, il n'y avait pas de non-conformité, bien, je pense qu'ils ne devraient pas être inquiets outre mesure, là, parce qu'il y aura tout le processus d'inspection à l'issue duquel il ne devrait pas y avoir de conséquences ou de sanctions s'ils sont conformés à toutes les exigences. Donc, voilà, les conséquences, les sanctions, ça peut varier. Là, ça peut être des sanctions pécuniaires, donc des amendes. Puis dans les cas les plus graves, évidemment, il va y avoir une gradation des sanctions aussi, notamment par rapport à, dépendamment de la gravité de la situation ou par rapport à la récurrence, par exemple, de non-conformité d'un employeur. Puis la sanction la plus sérieuse, disons, c'est l'interdiction permanente de recruter de travail étranger temporaire via ces programmes.